Voilà, si vous le permettez, chers collègues, il est 14 heures passées de 2 minutes. Nous allons pouvoir reprendre nos travaux cet après-midi. Et tout d'abord, nous reprenons nos travaux par une pétition pour une réforme de la législation sur la détention des animaux sauvages dans les parcs zoologiques. J'ai la présence du rapporteur, M. Marois, est bien là. Sans plus tarder, je vous propose de céder la parole à M. Stas, à qui je souhaite la bienvenue, primo-signataire de la pétition pour une réforme de la législation sur la détention des animaux sauvages dans les parcs zoologiques. Monsieur Stas, vous avez la parole. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le Président, Madame la Ministre, bonjour. Je me présente, merci de me recevoir. Je me présente Stas Jean-Michel, président fondateur de l'association Wolf Eyes et ex-soigneur dans un zoo. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la législation zoo, donc celle du 3 mai 1999 et celle du 24 juillet 2018. Je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc, concernant le Code wallon du bien-être animal qui a été adopté le mercredi 3 2018, on y apprend que les animaux sont conscients, sensibles et vivants comme nous. Je vais m'arrêter quelques instants sur le chapitre 1. Donc, le présent code réglemente le comportement, je vais le lire là, j'aurai peut-être plus facile. Pardon. Donc le comportement de l'être humain observe à l'égard des animaux et sanctionne celui... Vous n'êtes pas obligé de laisser votre doigt sur le truc. Voilà, ah d'accord, ça fonctionne. Ça fonctionne comme ça. C'est gentil, merci. Merci, ça m'évitera une crampe. Donc je disais, merci. Donc, et sanctionne celui qui se livre, sauf pour des motifs légitimes, à des actes qui ont pour conséquence de faire périr un animal sans nécessité ou de lui causer sans nécessité des lésions, mutilations, douleurs et souffrances. Au niveau du chapitre 3, l'animal attaché ou enfermé dispose de suffisamment d'espace et de mobilité conformément à ses besoins physiologiques et éthologiques. Je reviendrai souvent sur ces besoins physiologiques et éthologiques. Donc ici, on va s'arrêter sur une petite incohérence de la législation. On prend le cas des otaries, donc il y a 2 sous-espèces. Il y en a une troisième, l'otarie de Stellaire, qui est présente à Paradisa et elle ne fait pas partie de la législation, donc il n'y a aucun cadre pour avoir cet animal dans un zoo. On va parler de bassins d'isolement. Voici des photos que j'ai reçues il y a plus ou moins 3 ans du monde sauvage des Ouailles par un ex-employé. Donc on peut voir à droite ces fameux bassins d'isolement. À gauche, ce sont les cages où les animaux passeront pas mal de temps quand ils ne seront pas en spectacle ou dans ces bassins d'isolement. Et au milieu, nous avons un merveilleux biotope d'une maman otarie et d'un petit sur du carrelage entouré de parpaings de béton. Ici, c'est une vidéo que j'ai reçue aussi d'un ex-employé du Mont Mozart à Huy, que tout le monde connaît bien. Regardez l'état de fraîcheur de l'eau. Donc voilà, chacun se fera un petit peu son idée. Donc voilà, donc au niveau besoins éthologiques, physiologiques et bien-être, au niveau des eaux, la communication, on vous parle d'eau de mer dans les bassins intérieurs. Ce n'est simplement que du sel de cuisine qui est ajouté à l'eau. Alors nous allons nous arrêter justement sur la désinfection des bassins, du chlore du monde sauvage et du Mont-Mozart. On peut y apprendre par un spécialiste des mammifères marins et professeur vétérinaire à l'ULG, que selon lui, donc il a voulu rester anonyme, que le chlore, bien entendu, c'est dangereux pour tous et que les parcs animaliers répondent à des normes qui sont reconnues et les risques sont normalement contrôlés. C'est tout à fait faux, je vais vous le démontrer, et qu'il existe différentes méthodes pour désinfecter l'eau. Ici, vous allez avoir, entre guillemets, des aveux d'un ex-employé du Mont Mozart en 2018. Je vous laisse écouter. Oui, la plupart ils finissent avec le chlore. Mais maintenant, on est obligé de mettre du chlore. Donc je vais reprendre ces paroles. Donc ils savent très bien que ce soit en Mont Mozart ou même en Mont Sauvage, que le chlore rend aveugle les otaries. Donc si moi maintenant je mets du chlore dans les yeux d'un chien, vous allez me dire, Monsieur Stas, vous avez fait des actes de torture et de maltraitance animale. Ce n'est pas accepté. Par contre, depuis des années, c'est accepté pour les otaries. Alors ici, un petit indice au niveau de l'article 19, donc des bassins de natation, on peut voir l'indice 0,8 qui est le maximum. En 2015, je fais un prélèvement au Mont Mozart et je fais analyser l'eau par la province de Liège. On peut voir ici l'indice de 5,6, donc ce qui est 7 fois supérieur, et c'est peut-être la cause du moins de la cécité des otaries.
Alors j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, j'ai contacté le bureau de Madame la Ministre pour savoir justement au niveau des normes ce qu'il en était. Je n'ai pas eu de réponse favorable, on m'a envoyé dans plusieurs bureaux. Pour finir, j'ai contacté l'unité du bien-être animal et le docteur Loire m'a répondu qu'il n'y a pas actuellement de normes quant à la concentration de chlore dans les bassins des otaries. Donc là, ça soulève quand même un gros problème. Donc quelque part, le système actuel cautionne que les otaries deviennent aveugles. Alors j'ai fait ici une petite enquête justement au Momozo et au niveau des infractions. Donc cette journée-là que j'ai fait le prélèvement. On peut y voir une barque. En 2018, nous dénoncions déjà un cas de maltraitance animale, le fait qu'une otarie soit contrainte à tirer une barque avec des enfants dedans. Parti, bien mieux que la pluie des eaux sous la terre. Le roseau est... Donc il y a déjà une infraction, l'article 37, qui stipule que le comportement naturel des animaux doit être observé dans les spectacles. L'association française Cétacés. Donc ça, c'était en 2020. Une nouvelle fois, l'otarie contrainte à tirer des enfants dans une barque. Une vidéo qui a fait plus de 500 000 vues et qui indignera des centaines de milliers d'internautes. Le 10 juillet 2022, donc ça, cette année, au mois de juillet, on peut encore voir ce spectacle de barque et surtout au niveau de l'article 31 qui interdit le contact des animaux sauvages et du public. Donc le voici. Donc on peut voir que contact il y a quand même une dangerosité, l'otarie reste quand même un animal sauvage et il pourrait glisser, ce seraient des enfants. Donc ici, le 8 juillet 2022, par le biais du magazine Imagine, nous apprenons que ce serait du moins en 2020 que Madame la Ministre a écrit au directeur pour lui rappeler que c'est contraire aux normes en vigueur, qu'elle n'a pas eu de retour. Elle a demandé à l'administration de suivre de près ce dossier et le cas échéant de dresser un PV pour infraction à notre connaissance. Ce n'est toujours pas fait. Alors je vais revenir sur un gros dossier, donc le tigre de Bouillon. Donc en 2017, je reçois une vidéo de clients qui m'informent qu'il y a des tigres qui sont en train de se battre dans des conditions déplorables. La voici. On peut voir les tigres qui s'accrochent la patte, donc un combat quand même assez sérieux. Donc moi j'alerte en 2018. Au niveau d'Internet, j'alerte déjà tout le monde au niveau de la condition de ces tigres. Le 15 avril 2019, je me rends à la crête des Serres à Bouillon et on peut voir ce tigre avec quand même des plaies qui sont assez conséquentes, donc une plaie ouverte. Là, on la voit bien. Aussi au niveau des photos. Alors c'est un dossier qui fera énormément couler d'encre, que ce soit chez nous, même à l'étranger. Alors nous retournons le 9 juin 2019, on peut encore voir le combat des tigres. Donc ça crée un stress quand même important et tout le monde sait bien que le stress est mauvais pour la santé. Le 17 juin, nous retournons à la crête des Serres à Bouillon et on constate encore des plaies qui sont conséquentes. Donc voilà, au niveau communication, on a reçu d'infos que l'ex-ministre du bien-être animal, M. Di Antonio, a envoyé 2 fois l'unité du bien-être animal et que les premières conclusions semblent rassurantes. On peut voir au niveau de Vers l'avenir aussi que la directrice de Bouillon a voulu séparer les 2 tigres, mais que d'après l'inspectrice de la brigade de l'unité du bien-être animal, elle préférait encore les voir se battre que de les priver de liberté. On peut apprendre aussi qu'aujourd'hui les faux sont revenus à des meilleurs sentiments, plus de bagarres à signaler et que le rapport, encore une fois, est parfait. Donc nous, on ne s'arrête pas à ça, on retourne à la crête des Serres de Bouillon. Nous y allons le 19 octobre et on voit encore des plaies au niveau de l'un des 2 tigres. Donc les combats n'ont pas arrêté, c'est des combats qui perdurent depuis 2017. Donc ici, on apprend justement par la communication de Madame la Ministre que le 7 novembre 2019, que la cohabitation entre les 2 frères qui a longtemps été paisible est devenue plus tendue cette année. Plusieurs rixes ont engendré des blessures sur les 2 animaux. Heureusement, ces blessures sont superficielles et ne menacent pas la santé des félins. Il est vrai qu'à l'époque, j'avais eu un entretien avec son vétérinaire qui me comparait les 2 tigres à ces 2 gros chats.
Alors, à court terme, nous préparons le transfert d'un des 2 tigres. Donc, voici la communication de Mme Pochet, donc du zoo de Bouillon, comme de quoi elle étudie simplement la possibilité d'opérer un transfert d'un tigre et qu'elle n'a reçu aucun acte administratif. Donc nous, de notre côté, chez Wolf-Eyes, on a publié notre enquête qui a quand même fait 1 300 000 vues, plus de 25 000 partages et 666 000 interactions, autant de personnes qui étaient indignées. On a eu le soutien de la Fondation Bardot et de Rémi Gaillard à travers son association Animal. Donc petite conclusion, donc les premières preuves du combat en 2017, nous on alerte en 2018, multiples enquêtes de Wolf-Eyes, information erronée du cabinet de Madame la Ministre, donc au niveau justement des combats qui auraient été perdurés en 2019, mais depuis 2017 nous on le prouve, il n'y a pas eu de saisie, donc le retrait des Boris fait décembre, ce qui a mis plus de 2 ans. Donc 2 ans qu'on savait que ces animaux se battaient, c'est que j'en ai regardé au niveau des plaies, justement à gauche qui sont assez fraîches, et à droite on voit que ce sont des anciennes plaies, donc c'est un cas qui a duré plus de 2 ans de maltraitance animale. Et voici les images de Boris aux eaux de Thoiry, où il a vécu un peu moins de 2 ans, et il est mort le 20 du 10 2021. Alors je vais finir ce chapitre 1 par Morgie, la panthère des neiges. Donc il faut savoir qu'elle faisait partie d'un programme de préservation de l'ISA, donc Association européenne des eaux et des aquariums, et qu'on l'a mise dans ce biotope extraordinaire, dans un parc qui est multirécidiviste concernant la conformité de ces enclos. Vous allez voir ici au niveau du dossier des 3 loups. Alors la faine Morgie qui a été abattue par le zoo. Et ici, au niveau des 3 loups, voilà dans quoi ils étaient détenus, donc dans cette cage. Donc il fait plus ou moins 30 mètres carrés avec 2 boxes sur l'arrière, alors que la législation préconise 1200 mètres carrés. Alors ici, je reviens un peu sur l'enquête justement du magazine Imagine, qui est superbement bien faite. Elle fait une 20aine de pages. Alors qu'est-ce qu'on y apprend? Que certains établissements semblent avoir donné des fils à retordre à l'administration. Aucun nom n'est cité, mais d'autres sources de l'administration évoquent des cas problématiques ces dernières années du monde sauvage des Ouailles, du mont Mozan à Huy et de la crête des Serres à Bouillon. Nous, ça fait plus d'une décennie qu'on justement on prouve qu'il y a des problèmes dans ces eaux, mais jusqu'à maintenant, ils ne sont jamais inquiétés et agissent en toute impunité. Alors nous allons passer sur le chapitre 2, donc les animaux que nous pensons retirer des eaux. Donc ici vous allez voir une toute petite vidéo des ours polaires, vous allez pouvoir voir le cadre dans lequel ils vivent et 2-3 informations au niveau commentaire. La réputation d'être une redoutable tueuse. Mais après 6 mois passés dans sa tanière, elle savoure cet instant. Elle a choisi de construire son abri pour l'hiver en haut de ses pentes, le plus loin possible des mâles affamés. Elle a 2 bonnes raisons pour cela. Donc ça, c'est le biotope réel des ours polaires. Donc on apprend que c'est une redoutable chasseuse et qu'elle s'éloigne des mâles affamés. Donc je brosse un petit CV en vitesse de l'animal. Donc il résiste à des froids de plus de moins 50 degrés. Sa nourriture principale est le phoque à 95%. Il vit dans le Grand Nord. Donc c'est un animal solitaire qui s'accouple tous les 2-3 ans. En période de grande chaleur, il peut se rafraîchir dans une eau de 0 à 5 degrés. Et dans le permafrost de la, je mets en parenthèse, vraie toundra, vous allez comprendre pourquoi, il est habitué à vivre dans le calme et les grottes étendues. Par année, il parcourt un territoire aussi grand que la Wallonie. Je vais passer en vitesse sur les comportements stéréotypés. Donc la stéréotypie est définie comme un comportement répétitif anormal qui n'a pas de but. Elle est induite par la frustration, par une tentative d'adaptation à une situation de stress. Il s'agit généralement d'un signe de mal-être animal. La source, c'est un site de vétérinaire. Alors ici, on peut voir un panda de Paradise en 2015 qui est en comportement stéréotypé. Donc, je suis resté plus ou moins une demi-heure devant l'enclos et j'ai pu voir qu'à mettre reprise, cet animal avait ce comportement. Donc, le meilleur zoo d'Europe n'est pas d'exemple justement de ces animaux, entre guillemets, en maltraitance. Ici, nous sommes sur la merveilleuse banquise du monde sauvage à Hawaï, où on voit l'ours Rocky qui déambule à longueur de journée parmi 38 degrés. On peut voir le nouvel ours maintenant, donc c'est une enquête de 2022. Vous allez voir qu'on filme maintenant les tickets d'entrée parce que nos détracteurs disent que nous mentons et que nous trichons avec nos vidéos. Comme ça maintenant, on a le jour et l'heure où nous nous trouvons. Et on va voir ici la merveilleuse toundra. Ici, j'ai accéléré bien entendu parce que j'ai un temps assez court aujourd'hui. Donc la merveilleuse toundra du monde sauvage à Hawaï. Maintenant, il n'y a pas qu'Hawaï qui a ce problème-là, il y a aussi Paradise. Donc nous nous sommes rendus là-bas le 6 novembre 2021 à 12h47. Donc ici, on le voit comportement stéréotypé.
Donc les zoos, dans leur communication, disent que nous arrivons juste avant de les rentrer, juste avant de les nourrir, patati, patata. C'est totalement faux. On peut voir que nous retournons le 7 novembre à 15 h et que cet animal est toujours en comportement stéréotypé. Donc on revient un petit peu à la législation. Donc on a appris que l'ours polaire est un animal solitaire. Pourtant, l'article 15 stipule que les spécimens appartenant des espèces solitaires sont hébergés seuls. Et on apprend dans cette même législation que la taille des enclos extérieurs pour 1 ou 2 individus est de 400 mètres carrés, plus 20 mètres carrés pour chaque nouvel individu. Donc ça, c'est déjà une incohérence. Que les enclos intérieurs sont de 9 mètres carrés avec une obligation d'un box individuel. Donc au niveau justement besoins éthologiques et physiologiques, l'ours polaire, sa nourriture est composée de tout sauf, dans les zoos du moins, de tout sauf sa nourriture adaptée à son organisme, qui est le phoque. Alors ici, nous avons justement encore un cas de figure en 2018, donc je vais lire l'article du 3 mai 1999, qu'un abri, c'est un endroit accessible en permanence où l'animal peut se retirer ou se protéger des conditions atmosphériques défavorables, telles qu'un canicule. Depuis 2018, on subit 3 grosses périodes encore cette année où on a dépassé largement les 30 degrés, voire les 40 degrés. En 2018, on se rend plusieurs fois au monde sauvage à des jours et des dates, différentes et des heures différentes, et voici ce que l'on filme. Donc un animal qui est encore empêché de rentrer dans un box. Donc nous sommes ici dans encore un quart d'effraction. Et on va pouvoir voir qu'on a filmé à maintes reprises les portes qui étaient fermées, donc qui empêchaient les animaux de se mettre dans des box à l'ombre. Alors du point de vue du monde sauvage, on va écouter justement son directeur, M. Renson. Donc vous pouvez déjà voir le biotope de l'ours. Ici, ce ne sont que des murs, donc c'est une fosse à ours. Donc il n'y a pas, comme dans la nature, ces horizons et ces plaines. Donc écoutons-le. Ce qu'on appelle la thermoneutralité ou les zones de confort thermique. La zone de confort thermique haute d'un ours polaire est de 20 degrés. Exactement la même limite de confort thermique haute qu'un blanc-bleu belge. Donc voilà, on apprend que la zone thermique, c'est 20 degrés. Donc nous, on a fait notre petite enquête. Nous avons été sur le sillon belge, qui sont quand même du moins les experts en bovins. Et on apprend que les bovins viandeux et laitiers, cette zone de confort se situe entre 5 et 15 degrés. Donc on n'est déjà pas au niveau véracité, il y a déjà un gros problème. C'est ce que je dis, la communication des zoos est souvent erronée, voire fallacieuse et sans source fiable. Vous pouvez voir, je vous ai remis un rapport où il y a 5 pages de liens avec nos sources. Donc ces informations sont souvent relayées par les médias pour rassurer et endormir le public. Ce sont les méchants activistes de chez Wolfeyes, venez chez nous, tout va bien. Alors ici, pour justement finir au niveau de l'ours polaire, de la préservation et introduction, que les zoos mettent toujours en avant pour justifier leur entreprise. Donc ici, concernant les ours polaires, donc il y en a plus ou moins 330 dans le monde. Le taux de mortalité des oursons est très important, ça se situe plus ou moins à 50%. Le brassage génétique nécessiterait au minimum 1000 individus, ce qu'ils n'auront jamais. Et surtout, l'impossibilité que la mère inculque à son petit la culture de la chasse en captivité. Jamais vous ne verrez une mère ours polaire du moins montrer à son petit comment on chasse un phoque. Déjà dans la nature, ça prend 2-3 ans. Donc ici, je vais citer Jane Goodall, qui est une éthologue connue mondialement. Donc, un bon zoo n'a pas d'éléphants, d'orques, de loups ou d'autres espèces animales qui parcourent de longues distances dans la nature sauvage. Donc pourquoi garder ces animaux alors que ça représente, que ça génère énormément de souffrance animale et surtout qu'aucune étude ne prouve le côté pédagogique des zoos. Là, je vais passer en vitesse, parce que j'ai très peu de temps au niveau de l'arrêt des spectacles. Donc justement, depuis 2014, les cirques avec animaux sauvages sont interdits, pourtant ils perdurent dans les zoos. Alors conclusion, les zoos ne pourront jamais, je dis bien jamais, respecter les besoins éthologiques et physiologiques des animaux ainsi que leur biotope. Si nous n'avons pas très peu de signes visibles du bien-être, à contrario, nous avons pléthore de cas où nous constatons le mal-être des animaux. Alors, on vous a démontré que la législation actuelle n'est pas adaptée aux besoins des animaux captifs. Et il y a une chose qu'il faut bien savoir quand même, c'est qu'il y a énormément d'animaux dits dangereux dans les zoos qui seront rentrés vers 17h30, 18h, jusqu'à 9h, 10h du matin, donc plus de 15 heures par jour, donc plus de la moitié de leur vie. Tout cela dans une odeur d'urine et d'excréments et sur des superficies comme pour l'ours polaire de 9 mètres carrés ou, comme pour les tigres, de 15 mètres carrés. Donc ici, on vous a démontré de multiples cas d'infractions qui ne sont pas sanctionnés par l'administration. Les zoos agissent en toute impunité.
Ici, je vais passer, donc on fait la différence, justement, là, il y a un chien de combat avec des plaies qui ne sont pas non plus, qui ne le mettent pas en danger, on va dire. Pourtant, la Belgique interdit les combats de tigres, et ici, au niveau des tigres, ça a perduré plus de 2 ans. Alors, le bien fondé de notre démarche, donc nous, ça fait des années, donc ça fait 12 ans que l'association Wolf Eyes fait des enquêtes dans les eaux, et il y a des dizaines d'heures de cas où on démontre la maltraitance animale, Donc, on reconnaît que la Wallonie a fait des grandes avancées au niveau du bien-être animal, mais les animaux exotiques à captivité sont les grands oubliés de ces avancées. Alors, nous rencontrons diverses hostilités en tant que lanceurs d'alerte, ce qui n'est pas normal, parce que dans le fond, on nous faut montrer la maltraitance animale. On peut voir ici à gauche, au niveau de Brugelette, quand on veut faire des manifestations pacifiques, donc ce qui bafoue quelque part l'article 19. Et nous avons ici, monsieur le député, qui communique à travers la Meuse, que ça pourrait détériorer l'image du monde sauvage et de la commune. Et encore, monsieur le député, qui s'acharne un petit peu contre nous en parlant de notre crédibilité. Mais je vous rassure, monsieur Laudrimont, que la crédibilité, nous l'avons reçue de nos pères et par notre dur travail. Comme ici avec Jean-Claude Nouet, ex-professeur d'une université, médecin spécialiste en histologie, embryologie et cytogénétique. Il y a pire comme CV, et on a collaboré avec lui sur l'article du suicide des animaux sauvages en captivité. Donc voilà, on a collaboré aussi avec le professeur Michaud et Rémi Marion, spécialiste du Grand Nord, pour l'élaboration de notre rapport sur les ours polaires. On a eu le soutien à maître reprise de Brigitte Bardot aussi et de Rémi Gaillard. De nos collègues associatifs, notamment la dernière manifestation que nous avons faite le 13 mars 2022, on a eu la sympathie de recevoir Jean-Luc Couchard et Renaud Rutten, qui n'est plus à présenter. Donc ici, en 2018, à quelques centaines de mètres ici, je remets une pétition avec 130 000 signatures d'électeurs. Donc il y a énormément de personnes qui sont sensibilisées à la cause des animaux sauvages dans les eaux. Alors voici nos demandes. Donc c'est bien expliqué dans le dossier que je vous ai remis, qui est beaucoup plus approfondi que le peu de temps que j'ai eu maintenant. Donc voilà, au niveau de la réforme de la législation, donc ici au point 2, certains animaux à retirer des eaux, comme l'ours polaire, préservation des espèces endémiques, donc c'est bien de préserver, mais il y a énormément d'espèces chez nous qui sont en train de disparaître, donc pourquoi aller remettre 4 perroquets au Brésil? Point 4, interdiction des espèces d'animaux de spectacles d'animaux sauvages. Transparence sur les naissances et décès et la commission ZOO, parce que les ZOO sont des entreprises qui sont assez obscures, il y a très peu de retours au niveau information. Tolérance zéro sur les infractions, les nouvelles technologies qui sont les hologrammes qui fonctionnent très bien, par exemple dans le cirque de Joseph Bouglione. Et ici, voilà, ça fait 20 minutes que j'ai pris en mode TGV, mais ce serait bien de mettre en place une commission pour aller beaucoup plus loin, justement, dans la problématique de la législation. 2024, ce sera une année électorale, vous le savez mieux que moi. Donc nous, ça fait des années que nous essayons d'amener le débat de la captivité des animaux sauvages sur la table. Maintenant, c'est fait. En 2024, les électeurs pourront vous demander ce que vous avez fait pour ces animaux qui croupissent derrière les barreaux, bien souvent dans des conditions déplorables. Alors ce que nous demandons, c'est une réforme en profondeur, donc je ne pense pas que ce soit utopique et naïf de ma part de croire en vous, actrices et acteurs du bien-être animal. Nous sommes tous animés pour l'amour et le bien-être des animaux. Alors cette réforme ne doit pas se limiter à quelques mètres carrés en plus au niveau des enclos. On a vu les problèmes justement des besoins éthologiques et physiologiques. Je sais que le travail sera titanesque, j'en conviens, mais les premières pierres doivent être posées. Et l'objectif ici n'est pas de faire des procès, mais de mettre en avant un dysfonctionnement de système en place afin de faire avancer la condition animale. Alors je vais clôturer par 2 citations, une de Boris Cyrulnik qui est « Le jour où l'on comprendra qu'une pensée sans langage existe chez les animaux, nous mourrons de honte de les avoir enfermés dans des eaux et de les avoir humiliés par nos rires. » Et de Gandhi, on peut juger de la grandeur d'une nation par la façon dont les animaux y sont traités. Je vais clôturer par justement le Code wallon du bien-être animal, où justement il est dit que les animaux sont conscients, sensibles et vivants. On vous a démontré que dans de nombreux cas, on n'est pas du tout là-dedans, on n'est pas du tout aux besoins éthologiques, physiologiques, ni au niveau du biotope. Les animaux sauvages en captivité comptent sur vous et je vous remercie énormément de m'avoir écouté. Voilà. Merci, Monsieur Stas. Mais je voudrais juste vous rappeler qu'on se trouve dans une salle de commission du Parlement de Wallonie et pas sur un ring de boxe et que j'ai que moyennement apprécié le climat délétère dans lequel vous avez présenté votre PowerPoint, mais enfin, il vous appartient. Et je vais maintenant ouvrir la discussion. Quelqu'un souhaite-t-il prendre la parole ? Monsieur Dupont. Oui, un autre soignant. Exact.
Exact. Du coup, d'abord, j'ai lu votre demande de pétition, notamment l'interdiction de détention d'ours polaires en parc zoologique. Moi, ça me semble justifié. Il y a d'ailleurs toute une série d'autres espèces qui ne mériteraient pas d'être en parc. J'en ai été témoin, et les exemples d'ailleurs que vous montrez ici, qu'on a pu voir en vidéo, sont édifiants. J'ai été moi-même soigneur animalier dans un grand parc animalier. Dans un grand parc animalier dans ma région, j'habite le Hainaut occidental, donc vous vous doutez duquel, et si je ne m'abuse pas, vous entendez très bien avec mon ancien patron. Et donc, mais juste pour ça, je sais que, en tout cas, les soigneurs, je sais qu'eux font leur maximum pour leurs animaux, qu'ils aiment leurs animaux, et donc c'est clairement pas eux, de toute façon, que vous mettez en cause, hein, on est bien d'accord dans vos expressions. Pour avoir été soigneur animalier, moi personnellement, je m'occupais des échassiers, donc des grands oiseaux dans ce parc animalier, et j'y ai vu les deux faces des parcs zoologiques. Je trouve que, je veux dire qu'il y a quand même parfois des bonnes faces, comme par exemple la réintroduction des aras de Speke. Je sais que, par exemple, il y a des responsables, des tuteurs mondiaux qui essayent effectivement de faire leur maximum pour permettre à certaines espèces animalières de pouvoir être réintroduites, de pouvoir survivre, parce que ce sont des espèces menacées. Ça, c'est le bon côté. Vous avez montré l'autre côté qui est, en fait, qui est certainement un des côtés les plus problématiques qu'il y a dans les parcs animaliers. Ça reste un business. Et donc, le business doit tourner. Je sais très bien, pour l'avoir été, que parfois, on nous demande que la volière soit ouverte, qu'importe l'état des animaux. Donc, on peut voir parfois... et par exemple, l'exemple que vous avez cité sur les otaries, moi, je me rappelle du soigneur des otaries à Péridézac qui pestait tous les jours, parce que les otaries étaient dans le lac de Péridézac et de l'eau douce. Donc, je pense qu'on sait très bien ce que ça signifie. Et je ne vais pas parler des conditions des travailleurs. Vous avez été soigneur, vous savez très bien aussi les conditions salariales et les conditions des travailleurs. Donc, je pense qu'en tous les cas, moi, je vous rejoins sur beaucoup de points. Je trouve qu'en tous les ce que vous avez démontré sur la taille des enclos, quand il y a un nouvel individu qui est rajouté, on rajoute 20 mètres carrés, c'est pas logique. Quand vous dites qu'il manque de législation sur les otaries, oui, il y a des choses à faire. Quand vous parlez des ours polaires, je vous rejoins aussi. Et donc, moi, je pense qu'il y a clairement des points sur lesquels on peut avancer, sur lesquels on peut légiférer, parmi les nombreux exemples que vous avez amenés ici. Merci, M. Dupont. Quelqu'un d'autre souhaite-t-il prendre la parole? M. Daudremont. Merci, Monsieur le Président. Merci aussi pour votre remarque à l'endroit du pétitionnaire. Nous ne sommes en effet pas ici dans une salle de combat et nous sommes là pour parlementer, puisque c'est notre fonction qui l'appelle, et donc je me garderai bien de faire des commentaires aussi personnels que ceux qui ont été faits à mon endroit. Je vais venir peut-être un peu plus sur le fond et sur ce qui nous est amené aujourd'hui de façon un peu particulière, puisque vous l'avez vu par rapport aux photos ou vidéos qui nous sont présentées. On a des photos qui sont cadrées ou recadrées de manière telle, évidemment, à ne mettre qu'en exergue une vision d'une situation et non pas un ensemble de contextes qui permet de comprendre la manière dont les animaux sont hébergés, la manière dont ils sont aussi soignés, la manière dont ils sont quelque part choyés par ceux qui s'en occupent, parce que j'entends que l'on a des collègues dans cette assemblée par rapport à ce rôle important de soigneur dans un parc. Je peux vous dire que toutes les personnes que j'ai rencontrées dans ce contexte professionnel sont avant tout des passionnés de la cause animale. Ce sont des personnes soucieuses de ce bien-être des animaux. Je prendrai en exemple quelqu'un que on a souvent essayé de jeter dans l'opprobre public, le vétérinaire d'un parc que vous avez cité plusieurs fois. Quand ce garçon m'explique sa vie et ce qu'il donne à la cause animale, voilà, il explique qu'il a derrière lui 8 à 9 années d'études avec
des spécialisations, et que penser qu'il puisse accepter d'être le vétérinaire d'un parc pour, me dit-il, maltraiter les animaux ou les empêcher de vivre dans les meilleures conditions possibles, c'est vraiment, pour ce qui le concerne, une offense terrible, et il s'en est déjà d'ailleurs expliqué par presse interposée. Cela n'est évidemment pas l'objet de mon propos, mais je tenais quand même à le dire. Vous parlez des ours polaires qui séjournent aujourd'hui dans des parcs animaliers. Vous omettez de rappeler que ces ours sont tous nés en captivité, ce qui est quand même différent d'un animal que l'on extrait de son milieu naturel pour venir terminer sa vie dans un parc. Si on les retire, ces ours polaires, des lieux où ils vivent aujourd'hui, comme beaucoup d'autres animaux sauvages, on parle de mort certaine pour tous. Donc voilà, il faudra aussi assumer à un moment donné que l'on massacre ces animaux parce que quelqu'un a tiré quelques photos ou quelques vidéos hors contexte et a fait en sorte que cette possibilité de vivre en captivité, comme c'est le cas aujourd'hui, n'est pas possible, et donc on devra massacrer ces animaux. Vous avez évoqué, peut-être moins aujourd'hui, mais en tous les cas dans la presse qui vous suit, vous évoquez qu'il n'y a pas de preuves scientifiques, notamment par rapport aux conditions dans lesquelles vivent les animaux sauvages par rapport à des moments de chaleur importants comme on en a vécu l'été dernier. Il y a des études par rapport à ça, et ce n'est pas l'article de presse, encore une fois, tiré certainement d'un contexte global où on entend des responsables d'une fédération agricole indiquer les températures supportables pour les animaux dont ils ont plus l'habitude de s'occuper. Si vous allez voir l'étude du professeur Graham, vous verrez en effet qu'il y a une comparaison très claire qui est publiée entre les animaux en captivité comme les ours polaires et les vaches, puisque c'est de ça dont on parle, et que le seuil pardon, le mot ne me revient pas, de tolérance, voilà. Le seuil, c'est un beau mot pourtant, le seuil de tolérance est le même pour les deux espèces. Pour ce qui est des conditions dans lesquelles vivent les animaux en captivité, il y a pour les parcs dont vous avez parlé aujourd'hui des normes d'hébergement. Ces normes d'hébergement sont évidemment contrôlées. Des visites régulières de l'Union du bien-être animal se réalisent et on a évidemment un contrôle permanent de l'ensemble de ces parcs qui permet de penser aujourd'hui que la législation spécifique aux zoos est quelque part une législation qui donne plus de protection quelque part du bien-être de ces animaux que celle des animaux de rente ou des animaux domestiques. Je ne sais pas où existe autant de contrôle du bien-être des animaux que dans ces lieux. Je connais beaucoup de personnes qui détiennent des animaux domestiques ou des animaux de rente. Je pense qu'ils ne subissent pas, et pourtant ils le mériteraient, des contrôles aussi fréquents que dans les zoos ou dans les parcs animaliers, parce que là, réellement, il y a un contrôle qui existe. Comme il y a un contrôle, puisque vous en avez parlé aussi, de l'eau dans lesquelles se trouvent les otaries. Et ça, c'est encore une aberration totale que de déclarer que ces animaux vont devenir aveugles parce qu'ils sont dans un bassin d'eau traité au chlore. Alors bien sûr, si on les asperge de chlore, et si on vous le fait aussi, ou si on le fait à l'un d'entre nous, on va avoir des problèmes réels avec le chlore. Tout le monde a connu certainement dans sa vie une piscine trop chlorée où on en sortait avec les yeux rouges et avec peut-être des douleurs aux yeux. Je l'ai dit, les parcs sont contrôlés, des vétérinaires sont présents, aucun n'a volonté
de causer des dommages aux animaux dont ils ont la responsabilité. Et donc le taux de chlore, il est contrôlé et il permet d'avoir une eau qui est désinfectée de manière telle à ce qu'il n'y ait pas un problème sanitaire, mais qu'il n'y ait pas non plus de dommages aux animaux dans ces bassins qui sont bien évidemment surveillés. Il y a 4 contrôles par jour du degré de chlore dans un parc comme le Monde Sauvage, puisque vous l'avez cité. Alors je ne sais pas ce qu'il faut faire de plus par rapport à cela, si ce n'est laisser croire, comme vous le faites, qu'il puisse y avoir des problèmes là où ils n'existent pas. Je voudrais, sans être trop long, Monsieur le Président, je m'excuse, mais voilà, il y a eu le temps nécessaire, un long propos. Je pense qu'il y a des réponses qui sont nécessaires. Je voudrais quand même insister sur le rôle que jouent les parcs animaliers dans le cadre de la préservation des espèces sauvages. Là non plus, ça n'a pas été cité, mais je pense qu'il y aurait beaucoup d'animaux aujourd'hui que les jeunes générations n'auraient jamais l'occasion de pouvoir observer ou de pouvoir simplement voir évoluer si les parcs animaliers n'avaient pas précisément cette fonction, notamment en termes de préservation des espèces. Et on le sait aussi, des espèces qui sont nées en captivité, les animaux qui sont nés en captivité sont aussi de façon régulière réintroduits dans un habitacle sauvage de manière telle à pouvoir précisément préserver les espèces. Un parc comme le Monde Sauvage, je travaille dans le cadre d'une association des zoos européens, association qui s'appelle EASA, et ils entretiennent entre zoos des liens de manière telle à pouvoir, en respectant évidemment les règles de consanguinité, de pouvoir reproduire les animaux qui sont aujourd'hui des espèces en voie de disparition pour certains. Et grâce à ce travail scientifique minutieux et bien coordonné, on peut espérer évidemment préserver certaines espèces animales menacées. C'est important que de le dire. C'est important aussi de dire que les parcs animaliers jouent un rôle aussi de préservation là où des problèmes écologiques importants apparaissent. Ce sont des programmes qui sont financés par les parcs zoologiques. C'est des endroits où, par exemple, pour des problèmes de déforestation, les espèces animales sont mises en péril. Et justement, à ces endroits, grâce à la contribution de parcs comme Paradisa, pour ne pas citer tout le temps le même, il y a réellement un travail qui est fourni de manière telle à ce que les espèces menacées puissent petit à petit récupérer l'habitat qui est le leur en milieu naturel. Je pense que ce travail, il est important et il doit pouvoir être soutenu. Encore faut-il qu'on le sache et qu'on quelque part que l'on n'occulte pas cette partie du travail des zoos. Uniquement dire que ce sont des lieux de détention pour les animaux, que c'est pour faire du pognon, c'est une expression que vous avez souvent employée sur le dos de ces animaux. Ce n'est pas la vérité, ou en tous les cas, c'est un discours qui est totalement incomplet. On ne peut pas aujourd'hui détenir des animaux dans un parc zoologique sans être conscient que la démarche doit s'entourer de toute une série de règles qui doivent être respectées. Il y va du bien-être des animaux, il y va de la préservation des espèces, il y va aussi de programmes scientifiques qui sont menés aux 4 coins de la planète et soutenus par l'ensemble des parcs zoologiques qui ont des autorisations pour pouvoir évidemment exercer. Alors la législation impose aussi aux parcs agréés la promotion de l'éducation et la sensibilisation du public en ce qui concerne la conservation de la biodiversité biologique, notamment en fournissant des renseignements sur les espèces exposées et leurs habitats naturels. Je pense qu'il y a aussi ce rôle pédagogique important qu'il faut souligner, ça me semble être important. Vous avez beaucoup parlé de tigres qui se battent. Ça, c'est un comportement naturel pour un tigre. C'est un comportement que l'on retrouve dans la nature. C'est un comportement que l'on va évidemment constater là où il y a une rivalité, notamment comme c'était le cas à Bouillon,
entre deux mâles qui, dans certaines périodes que la nature leur impose, vont avoir des comportements qui sont plus belliqueux. Alors si vous aviez été complet aussi, vous auriez dit que les blessures qui ont été constatées ont été évidemment analysées avec soin, puisque la presse a fait tellement grand cas de vos vidéos, de vos images, qu'il y a eu évidemment toute une série de contrôles qui ont été opérés, et qu'en aucun cas il n'a été dit que les tigres étaient en danger de par ces blessures, et qu'il fallait peut-être à un moment donné, en effet, quand ces tigres sont devenus complètement adultes, les protéger les uns des autres, comme il aurait fallu peut-être le faire dans le milieu naturel. Là, on ne l'aurait pas fait, et un des tigres serait évidemment mort de ses blessures. C'était fatalement quelque chose qui n'a pas non plus été indiqué. Je pense que si vous demandez au Parlement de faire preuve d'empathie, on peut vous répondre que les vétérinaires et les professionnels des animaux, eux, pensent plutôt compter sur le Parlement pour qu'on les écoute en leur qualité de scientifiques, en leur qualité de pratiquants de la matière, de la cause animale, avec des expériences réelles. Je pense que c'est ce qui est important de souligner, c'est qu'il y a au sein de ces lieux où, en effet, des animaux sont en captivité, c'est une réalité. Ce n'est ni vous ni moi qui avez un jour décidé qu'il y aurait des zoos. Il y a des activités qui sont plus que centenaires dans notre pays, mais en tous les cas, il y a au sein de ces lieux des professionnels qui sont réellement compétents en termes de bien-être animal, et je pense qu'il faut respecter aussi ceux qui travaillent dans cette direction, avec parfois des conditions rendues difficiles par des éléments tels que ceux que vous avez introduits vis-à-vis de la presse, vis-à-vis du législateur, vis-à-vis des organismes de contrôle, vis-à-vis de tous ceux qui, à un moment donné, peuvent intervenir sur ces lieux, pas toujours de la manière la plus opportune qui soit. Voilà, Monsieur le Président, il y aura encore beaucoup de choses à dire par rapport à ce que nous avons entendu aujourd'hui. Je me contenterai de ce propos qui se veut être avant tout un message optimiste à l'égard de la situation de ces lieux où des animaux sauvages sont en effet retenus en captivité, parce que pour avoir pu observer le fonctionnement de plusieurs parcs, pour être sensible, vous le savez, à la cause animale, parce que personne ne pourra jamais m'empêcher d'avoir cette sensibilité, mais aussi d'avoir ce réalisme à l'égard d'une situation qui est loin d'être celle que l'on a voulu nous décrire aujourd'hui. Merci, Monsieur le député. La parole à Monsieur Clercy. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Stas, de mettre ce sujet important à l'ordre du jour de notre commission. On a souvent l'habitude ici, dans nos travaux, de débattre de la question de la détention des animaux, ou plus spécifiquement de la question de la détention des animaux sauvages. Je crois que c'est un sujet qui est émergent, comme la problématique du bien-être animal, et qu'il y a manifestement une sensibilité qui s'exprime au niveau de nos concitoyens, à laquelle on doit être attentif, parce que je crois que mes collègues l'ont souligné, mais je pense qu'on a évolué par rapport à une vision passéiste, et l'adoption par ce Parlement du Code du bien-être animal est, je pense, un acte symbolique fort sur lequel on doit s'appuyer pour entamer les réformes nécessaires en la matière. Je dois vous dire, voilà, recadrer ou pas, je laisse à mon collègue Daudrimont la paternité de son propos, mais recadrer ou pas, c'est clair que les images qui nous ont été projetées aujourd'hui, elles suscitent une certaine émotion, un certain émoi, et je tenais à vous le dire. Premier élément, si vous le voulez bien, c'est clair que aujourd'hui, les zoos, ils ont, à mon sens, deux grandes missions. La première, c'est d'assurer la conservation des espèces, de jouer un rôle comme gardien de la biodiversité. Je pense que
certains en ont pris conscience. Dire qu'il n'y a rien sur ce volet-là, je crois que ça serait trahir la vérité. Il y a des efforts qui sont entrepris, mais il y a aussi une tension. Et on a eu l'occasion, il y a quelque temps, de mener une mission parlementaire au niveau de Peridaisa. On ressent une tension entre des activités et un développement économique, commercial d'une société, et évidemment son rôle éthique, l'un pouvant, à mon sens, parfois être conjugué avec l'autre. Mais c'est évident que cette tension est présente. Je pense que dans certains parcs, cet aspect-là est un peu moins développé. Or, pour moi, il est tout à fait central. Et le deuxième rôle, c'est d'éduquer le public en respectant évidemment les questions de bien-être animal. Alors, voilà, on est partagé. Moi, c'est pas encore pas une religion sur la question, mais c'est clair que on voit des pratiques qui sont vertueuses, qui tendent en tout cas à être vertueuses en Wallonie, en Europe de manière générale. Et puis à côté de ça, on a aussi une forme de zoowashing qui est développée. Et je pense qu'il est à ce stade-ci, pour nous, parfois un peu difficile de distinguer l'un de l'autre, convenons-en. Néanmoins, concédons-le, je crois que on a évolué lourdement. Si on voit ce que c'était un zoo dans les années 50-60, on voit à quel point les pratiques ont évolué. Donc, c'est sans doute la face positive de la pièce. Je crois qu'il y a eu quand même, aux aléas des législatures, mais des renforcements au niveau des normes d'encadrement, des renforcements des contrôles plus récemment, sous cette mandature-ci. C'est sans doute encore insuffisant, mais il y a quand même des pas qui sont posés dans le bon sens. À chaque fois qu'il y a des scandales avérés, je pense à l'otarie du Momozan, on voit qu'il y a une réaction forte du gouvernement et immédiate dans le chef de la ministre en charge de la compétence. Voilà, donc je crois que présenter tout comme un tableau tout noir ne correspond pas à la réalité, et avoir une vision idyllique de ce qui se passe dans les parcs animaliers ne me semble pas non plus très correct. Alors évidemment, vous formulez une série d'accusations assumées, en tout cas c'est comme ça que je l'entends dans votre propos. Évidemment, il aurait été intéressant, dans le cadre du débat, d'avoir des contradicteurs, de voir ce que ces personnes pouvaient éventuellement répondre aux critiques qui étaient énoncées, même si M. Dautrimont a en tout cas tenté de nous donner un éclairage personnel et j'imagine étayé sur ce qu'il pensait des affirmations que vous posiez. J'avais quelques questions. La première, c'est que vous relevez la question du chlore, du danger qui peuvent être aujourd'hui encourus par les animaux. Est-ce que vous appuyez, vous avez cité un vétérinaire, un scientifique, mais est-ce que vous appuyez sur des propos scientifiques par rapport à cela? De la même manière, vous envisagez d'interdire certaines espèces des zoos. Est-ce que vous avez une liste exhaustive, là aussi? Est-ce qu'elle se base sur des éléments scientifiques? Par ailleurs, vous le savez, il y a une série aussi d'associations de défense des animaux qui aussi ont pris ce problème à bras-le-corps. Est-ce que vous avez des liens avec ces structures? On pense aux grosses structures existantes, Gaïa, etc. Est-ce qu'elles assument le propos de votre pétition? Dans quelle mesure est-ce qu'il y a une interaction positive entre votre association et ces associations qu'on a l'habitude, ne le prenez pas négativement, de fréquenter en tant que parlementaire et qui rassemble, on le sait, pas mal de membres. Et alors, une dernière question, mais elle est plus pour vous, Madame la Ministre. Je sais que la commission des parcs animaliers penchait sur une révision potentielle des normes, notamment par rapport à la question de la détention des animaux sauvages. Où en sont ces travaux? Et par rapport à ce que M. Stas mettait en avant, on voit aussi que les animaux dans les parcs animaliers sont aussi et vont malheureusement aussi être potentiellement victimes de la question des dérèglements climatiques. Est-ce que là aussi, il y a des travaux en cours au niveau de la commission des parcs zoologiques sur cette question? Je vous remercie. Merci, M. Clercy. Mme Pécriot souhaite prendre la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Stas, bonjour. Écoutez, au nom de mon groupe, je tiens à vous remercier, en tout cas pour votre présence, le travail que vous avez réalisé, ainsi que, je veux dire, l'ensemble des signataires qui soutiennent votre pétition.
Vous dire que le sort des animaux en captivité est un sujet difficile pour toutes les personnes sensibles au bien-être animal. Et vous l'avez entendu dans la bouche de mes différents collègues, nous sommes ici dans cette commission, donc forcément nous avons une forme de sensibilité. Alors nous avons tous en tête des images difficiles, vous en avez reprises certaines. C'est vrai que ça peut interpeller, ça c'est une chose certaine. Mais je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au sein de cette commission, nous avons eu l'occasion de nous rendre sur le terrain. Et je tiens vraiment à remercier les initiatives qui ont été prises dans cette commission pour justement étayer les propos, puisque nous avons fait du terrain, on est sorti de ce Parlement. Je pense que c'est vraiment important d'avoir ça en tête. Nous n'avons malheureusement pas encore pu aller à EY pour une question d'agenda. Mais moi, je n'ai pas, comme mon collègue Jory Dupont et mon collègue Dodrimont, cette connaissance de terrain, parce que là, je n'y ai jamais travaillé. Et dans PAC commune, nous n'avons pas de zoo. Mais en tout cas, je trouvais ça très intéressant, que ce soit dans un Créavès, où on a aussi vu une autre approche d'autres espèces, qui ne sont pas nécessairement les ours polaires auxquels vous faisiez notamment référence par rapport à tout ce dérèglement climatique. Mais on a vu aussi là des oiseaux qui sont en captivité, une forme de captivité, mais finalement sont des oiseaux qui sont protégés. Et c'est aussi l'occasion de protéger certaines espèces et, comme ça a été dit, aussi de les faire connaître à des grands comme à des petits et de faire passer des messages importants de préservation, en tout cas des milieux. Alors, voilà, moi je voulais justement avoir une réflexion par rapport à ce qui a été mis en Flandre, puisqu'on l'a dit ici, qu'il y avait des questionnements par rapport notamment aux normes, et vous y avez fait référence dans votre présentation, notamment aux normes, je veux dire, de mètres carrés, quand on voyait les loups à 3 dans ce chenil, grandeur peut-être un peu plus grand que le chenil que j'avais envisagé d'acheter pour mettre mon chien, qui n'a jamais voulu rentrer dedans, et que finalement j'ai offert un refuge parce qu'eux en avaient besoin et que mon chien fait canapé. Donc voilà, je pense qu'à un moment, il faut adapter et toujours être en phase avec le milieu. Alors, on sait qu'aujourd'hui, en termes de normes, d'ailleurs, des travaux se poursuivent. Et Madame la Ministre, il y a quelques semaines, votre homologue flamand a communiqué sa volonté d'augmenter les espaces dont disposent les animaux au sein des parcs animaliers, donc en Flandre, et une mesure qui devrait d'ailleurs se concrétiser en 2029. Alors, je suppose, Madame la Ministre, que vous avez d'ores et déjà pris contact avec votre homologue flamand afin de coordonner la révision des normes concernant les animaux en captivité. Et en tout cas, vous coordonnez les uns par rapport aux autres, parce que c'est aussi intéressant d'avoir le reflet et en tout cas les retours de l'autre côté du pays. Mais on sait que la Wallonie n'est pas en reste. La Commission wallonne des parcs zoologiques La Commission wallonne des parcs zoologiques a mis en place un groupe de travail chargé de revoir les normes de 1999. Ces révisions doivent se baser sur des données vérifiées scientifiquement, ce qui prend un peu de temps. Et nous espérons que tous les acteurs de terrain, mais également l'Union wallonne pour la protection animale, y sera associé. Alors, Monsieur Stas, je m'adresserai ici à vous pour conclure le propos au nom du groupe socialiste. Comme vous l'avez entendu, la région wallonne a donc pris et mis sur pied un groupe de travail. Dans l'attente de la révision de la législation, on ne change malheureusement pas une législation en un jour. Nous ne doutons pas que vous avez connaissance des mesures qui sont prises afin de préserver les animaux en souffrance dans les parcs animaliers, et nous espérons que le travail débuté pourra satisfaire en tout cas l'ensemble des acteurs de terrain, répondre aux besoins des animaux et du secteur, parce que vous et nous, c'est ce que nous voulons évidemment, c'est que ces animaux soient dans les meilleures conditions pour justement permettre une harmonisation de vie pour chacun d'entre eux. Voilà. Merci Madame Pécriot. Monsieur Matagne. Merci Monsieur le Président et merci Monsieur Stas pour votre venue et votre exposé.
Je ne serai pas aussi long que mes collègues, beaucoup de choses ont été dites et que je partage. Et puis par ailleurs, c'est un sujet, on est en plein dans l'émotionnel et je suis quelqu'un de relativement rationnel et j'aime pouvoir me poser lorsque j'ai des informations. Je ne suis pas non plus un professionnel du secteur, donc j'ai bien entendu votre position et celle d'autres personnes lors de précédentes visites. À titre personnel également, je ne suis pas un grand défenseur de ce genre de business, on va dire cela comme ça, mais ça existe et je pense qu'il y a, vous l'avez dit vous-même d'ailleurs, vous l'avez reconnu, des normes qui sont mises en œuvre pour tenter que chaque jour ce soit un petit peu mieux. Les images que vous avez montrées sont peut-être effectivement peu reluisantes et puis quelque part en y réfléchissant 2 secondes, je peux imaginer aussi que derrière la trappe, on soit à laquelle l'ours frappe à la porte, quelque part, on soit en train de nettoyer quelque part l'enclos qui lui est habituellement destiné au moment où il va dormir. Et donc, pour peu que la vidéo soit bien synchronisée, on peut évidemment estimer que l'ours frappe à la porte de sa trappe et qu'on ne comprenne pas pourquoi la trappe est fermée. Mais donc, de manière générale, on sait aussi qu'en Wallonie, les choses sont de mieux en mieux faites pour améliorer le contrôle et pour faire en sorte que les installations soient toujours meilleures. Donc, j'imagine que Madame la Ministre y travaille, Madame Pécriaux vient de le dire avec un groupe de travail. L'important, c'est que sur le terrain, finalement, les unités qui sont prévues et qui sont organisées pour la vérification de ces contrôles puissent être suffisamment en nombre pour assurer des contrôles suffisants. Il est évident que si on ne peut garantir qu'un contrôle tous les ans ou tous les 2 ans ou tous les 3 ans, qu'importe, ce ne sera pas suffisant. Mais derrière tout ça, on peut aussi imaginer qu'il y a toute une série de personnes, Monsieur Dupont l'a dit, qui aiment leur travail, des professionnels du secteur et qui garantissent le bien-être de ces animaux avec des soins particuliers, une attention particulière. Donc voilà, je n'ai pas de questions spécifiques, si ce n'est peut-être, et je sais que votre position est d'aller vers une interdiction pure et dure de la détention des animaux sauvages, en tout cas c'est ce que j'ai cru comprendre, mais peut-être à court terme, dans une évolution, une amélioration, si vous pouviez nous indiquer quelques grandes lignes directrices que vous envisageriez et qui permettraient évidemment à ces zoos de continuer à fonctionner, mais en améliorant la détention, si on peut le nommer ainsi, de ces animaux sauvages. Merci. Merci, Monsieur Matagne. Quelqu'un souhaite-t-il encore intervenir? Non. Monsieur Stas, puis-je vous céder la parole pour répondre aux nombreuses questions des collègues? Voilà, je vous en prie, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à m'excuser, ce n'était pas ici des règlements de compte, c'était juste pour préciser au niveau de notre travail, des fois, les difficultés que nous pouvons avoir. Donc je vais répondre à quelques questions de Monsieur le député d'Audrimont. Donc au niveau des zoos, on ne demande pas que chez Wolfeis, on abatte des animaux. Il y a d'autres solutions que d'abattre des animaux purs et simplement. Déjà, le fait de ne plus les faire naître, ce serait déjà pas mal. Et de 2, il existe des sanctuaires, je vais prendre comme le cas du zoo refuge, la tanière en France, qui pourrait accueillir certains animaux comme elle le fait à l'heure actuelle. Donc nous sommes bien loin de demander des abattages. Maintenant, au niveau des normes, on m'a posé la question justement de quelle source j'avais. Donc c'est comme j'ai développé tout à l'heure. Donc il y a un professeur en animaux marins de l'Université de Liège qui, lui, intervient, il nous parle de normes et lui nous dit que le chlore est mauvais pour toutes les espèces, la nôtre y compris. Il faut quand même savoir que les otaries passent énormément de temps dans ces bassins chlorés. Alors quand moi que je fais quelques recherches et que le vétérinaire en chef de l'unité du bien-être animal me dit non, il n'y a pas de normes au niveau des chlores, là on peut se poser des questions, à faire des prélèvements 4 fois par jour et de faire des tests quelque part qui ne sont repris nulle part. Donc ça pose quand même pas mal de questions. Et ici, vous avez entendu tout à l'heure un ancien employé du Mont-Mozan dire que les otaries deviennent aveugles à cause du chlore. Ça peut quand même soulever des questions. Alors, au niveau des animaux réintroduits, j'aimerais bien savoir ce que le monde sauvage, on va prendre un cas, je ne vais pas prendre que lui. Donc là, je reconnais qu'ici, le zoo dans les Ardennes excusez-moi, je ne retrouve plus le nom,
les grottes dehors, pardon, le zoo dehors, a réintroduit les chevaux Przewalski ou même des bisons. Donc on reconnaît qu'il y a des animaux qui sont réintroduits sur le terrain, mais ce sont vraiment des cas minimes. Je vais prendre le cas de Paradisa pour le citer. Donc on sait que sur les 20 dernières années, je pense qu'il y a un vautour chauve et une tortue de Galapagos et le programme, bien entendu, des haras de Spix. Mais sur 20 années, 5 animaux, ça semble quand même assez peu sur le nombre qui sont passés en captivité et qui sont morts. Au niveau justement de ces fameux programmes de préservation, pourquoi de garder des ours polaires, comme je l'ai expliqué, alors que ce sont des animaux qui ne seront jamais remis sur le terrain, c'est impossible de les remettre sur le terrain, alors pourquoi les garder tout simplement détenus dans des enclos? Alors le rôle pédagogique, il y a une étude qui a été faite dans le livre de Jensen, donc sur le cauchemar de la vie en captivité, qui prouve bien qu'il n'y a justement aucune étude au niveau pédagogique. Les zoos, ce sont des parcs d'attractions. Pour y avoir travaillé et pour avoir vu d'autres études, d'ailleurs dans ce livre-là, on parle de cette étude où les gens restent 45 secondes, voire 1 minute devant les enclos. Donc on m'explique le rôle pédagogique qu'ont les zoos par rapport même aux enfants. Franchement, c'est des questions que je me pose. Maintenant, si on veut vraiment apprendre ce qu'est un animal, il y a des solutions, comme le National Geographic, d'autres solutions, que ce soit Internet, des livres. Et il y en a bien d'autres. Il faut quand même savoir quand même une chose, c'est que le zoo, comme je viens de le dire maintenant, reste un parc d'attractions. Alors, concernant nos vidéos, nos photos qui sont biaisées et compagnie, je vais vous l'expliquer, depuis 2019, on fait des photos justement de nos tickets ou des vidéos pour bien prouver le jour, aux heures qu'on s'y retrouve. Non, les ours, peut-être que oui, ce jour-là. L'ours a frappé derrière la porte parce qu'il a peut-être sorti qu'on nettoyait. Mais c'est quand même bien bizarre qu'à 3 dates différentes, à des heures différentes, les animaux, les portes étaient fermées et les animaux présentent les mêmes comportements. Donc je pense avoir répondu à monsieur le député d'Audrimont. Alors maintenant, je reviens toujours au programme de préservation. Nous ne sommes pas contre les zoos. Enfin, nous sommes contre l'état actuel des zoos. On demande juste une chose, l'évolution. Alors oui, nous sommes pour des programmes de préservation, mais pourquoi ne pas commencer par nos espèces endémiques? Pourquoi vouloir sauver un ours polaire, qui ne sera jamais fait d'ailleurs, ou un éléphant qui vit à 6000 km? Pourquoi ne pas commencer par nos espèces endémiques? Nous savons tous ici qu'elles disparaissent à un pourcentage énorme. Pourquoi ne pas évoluer vers ça? C'est le rôle que le zoo se donne. Justement, ces programmes de préservation, il y a des petites chauves-souris, il y a des mulots, il y a plein d'animaux qui disparaissent chez nous, qui rentrent au niveau de ce rôle-là. Alors ici, c'est vrai qu'il y a des évolutions dans les zoos depuis 1950. En 1950, vous aviez un lion en 4 mètres carrés, tout le monde trouvait ça normal. C'est justement grâce à des activistes qui ont informé la population en disant c'est pas normal d'avoir un animal dans 4 mètres carrés que les zoos ont évolué. Regardez la preuve justement au niveau du chlore. Il y a d'autres solutions que le chlore. Nous avons été, comme je le dis, cet été ici, au zoo refuge Latanière. Ils ont un autre système d'UV. Donc, fatalement, c'est beaucoup plus onéreux, ça prend beaucoup plus de place, mais c'est possible et ça ne rend pas les otaries aveugles. Donc, ça, si vraiment on avait le bien-être animal, ou du moins si on aimait vraiment les animaux, on arrêterait de mettre du chlore dans les bassins et on fonctionnerait avec des systèmes comme ça, tout simplement. Donc, ici, ça, c'est au niveau du chlore. Au niveau justement des animaux à retirer des eaux, je n'ai pas vraiment une liste effective, mais je me base sur le travail de Jane Goodall, comme je disais, comme elle parle qu'il y a beaucoup d'animaux qui sont retirés des eaux, comme l'ours polaire, il y a des loups, il y a des tigres, il y a énormément d'animaux à retirer. Pourquoi? Vous preniez, monsieur le député d'Audrimont, le cas des tigres. Alors oui, c'est vrai qu'il y a des tigres qui se battent dans la nature. Je le concède, mais dans la nature, il n'y a pas d'enclos. Donc quand il y a des bagarres où les loups, exactement pareil, toutes les années, il y a des loups qui sont tués ou blessés méchamment, qu'est-ce qui se passe dans la nature? Oui, il y a des bagarres entre animaux, mais ils ont la possibilité de s'échapper. Il n'y a pas un enclos qui les retient et qui fait occasionner des blessures quand même qui sont importantes. Alors, vous parliez d'associations, excusez-moi. Donc, bien entendu, je prends le cas de Gaïa, qui, dans toutes nos manifestations, était présente, qu'elles soient devant le Monde Sauvage, qu'elle soit devant Paradisa. Encore la dernière à Liège, au mois de mars, Gaïa était présent. Alors oui, on a des contacts. Maintenant, on n'est pas toujours à 100% d'accord sur nos positions, mais fatalement qu'on a justement des relations avec eux. J'en ai aussi au niveau de la Fondation Bardot, ou même de Rémi Gaillard. Donc on travaille avec d'autres associations. Donc voilà, on peut se rejoindre sur certains points, pas d'autres. Je vais dire que Gaillard a un point de vue un peu plus welfariste que nous. Ça leur appartient, comme nous, on a un côté un peu plus abolitionniste, tout en sachant très bien qu'on ne fermera jamais les eaux. Donc, qu'est-ce qu'on demande? Une évolution, tout simplement, et ce, pour le bien-être animal. Alors, je vais essayer de répondre dans les dernières... Donc, là, j'expliquais avec les 45 secondes devant les enclos, donc le rôle pédagogique n'est pas démontré par des études, en tous les cas.
Aussi, au niveau de l'UBA, ici, c'est comme je disais, on n'est pas là pour faire des procès. On se doute bien qu'au niveau de l'UBA, il y a sûrement des sous-effectifs. Je pense que là, il y a peut-être un effort à faire de renforcer justement cette unité, peut-être y mettre plus de vétérinaires et surtout des éthologues, parce qu'on parle beaucoup de vétérinaires, mais il faut savoir une chose, qu'un vétérinaire dans un zoo, ça reste un vétérinaire. Donc il est là pour soigner des animaux. Ce n'est pas la personne référente, je vais dire, qui devrait être le plus sollicitée. On devrait travailler avec des éthologues de renommée. Je crois que, justement, au niveau de la commission, on devrait plus aller dans ce sens-là. Donc ici, donc voilà, c'est un petit peu, j'espère avoir répondu un petit peu à toutes les questions qu'on m'a posées. S'il y en avait d'autres, il n'y a pas de souci, je vous y répondrai. Monsieur... Merci, Monsieur Stas. Je cède la parole à présent à Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Stas, pour votre présentation très complète. Et merci aux députés pour leurs différentes interventions. La mienne sera relativement courte parce que je pense que nous en discutons régulièrement au sein de cette commission. Notre rapport aux animaux évolue et dans le bon sens. Et ça, c'est quelque chose, évidemment, dont on peut toujours se réjouir. Notre devoir est donc de veiller à ce que les législations correspondent aussi à ces évolutions sociétales, même s'il y a toujours un délai certain, il faut le reconnaître. Nous connaissons malheureusement les réalités, les longueurs de ces procédures qui nécessitent que les adaptations législatives prennent toujours plus de temps que ce que nous souhaiterions. Mais nous avançons en ce sens et c'est ce que nous avons encore fait ce matin, par exemple en évoquant la question de l'agrément des élevages pour chiens dont nous avons parlé, qui évoque par exemple de revoir des législations dépassées en termes de surface disponible pour les animaux domestiques qui aujourd'hui encore peuvent être détenus parfois pour un chihuahua par exemple dans une surface d'1 mètre carré, ce qui est évidemment totalement inacceptable. C'est la raison pour laquelle nous faisons évoluer la législation. Un autre exemple, c'est le permis de détention des animaux, qui est quelque chose qui est une vraie réforme, un vrai changement culturel dans la façon d'envisager le rapport aux animaux. Aujourd'hui, acheter un poisson ou un lapin ne peut plus se faire comme on achète un t-shirt ou un café. Ce n'est plus acceptable non plus. Vous l'avez rappelé, les animaux sont des êtres sensibles et nous devons en tenir compte dans les conditions d'élevage, de commercialisation, d'hébergement, tant pour les animaux domestiques, les animaux d'élevage et les animaux sauvages. En ce qui concerne plus spécifiquement les parcs zoologiques, c'est un sujet éminemment important, sensible, on le sait, avec des points de vue, on l'a vu au sein de cette commission, qui peuvent être assez variés sur le sujet. À titre personnel, je pense que la place d'un animal ne devrait pas être en captivité, et certainement pas dans une cage. Mais comme dans d'autres domaines, il faut du temps aussi pour que ce changement culturel puisse se faire. Et néanmoins, les évolutions législatives sont en cours. Et c'est vraiment là-dessus que je veux surtout axer mon message. J'ai mandaté la Commission wallonne des parcs zoologiques pour faire des propositions concrètes en vue de revoir le cadre légal qui aujourd'hui est sans doute insuffisant, qui fixe les conditions d'hébergement des mammifères dans les eaux. Un groupe de travail est donc en cours, ainsi que des échanges, puisque la question m'a été posée, avec la région flamande, qui a revu sa législation en la matière, mais qui, pour d'autres volets, je pense au delphinarium par exemple, on voit est moins loin que la Wallonie, donc il y a des points de vue de part et d'autre sur certains volets où certains sont plus avancés que d'autres, et je pense que c'est intéressant qu'on puisse échanger justement sur les bonnes pratiques. Je prends note aussi de la proposition de M. Clercy concernant les mesures de protection contre la chaleur. Ça fait partie des réflexions qui devront être intégrées dans le travail de la Commission wallonne des parcs zoologiques pour voir dans quelle mesure il y a des adaptations à faire. Vous savez que dans le secteur de l'élevage, par exemple, nous avons fait passer au gouvernement justement un arrêté sur le transport des animaux d'élevage où nous avons intégré cet enjeu notamment des fortes chaleurs, pour interdire le transport des animaux lorsqu'on est dans des périodes particulièrement chaudes. Je pense que la réflexion doit tout à fait avoir lieu aussi pour ce qui concerne les animaux de zoo. Et le deuxième volet, je terminerai par là, c'est la question du contrôle. Vous l'avez évoqué à plusieurs reprises. Je ne vais pas m'attarder sur les cas particuliers parce qu'il y a eu des contrôles, notamment au Mont Mozan que vous avez
citées, que j'ai mandatées auprès de l'administration. Mais plus globalement, j'ai aussi demandé à l'administration, dont j'ai d'ailleurs renforcé les effectifs pour répondre à M. Matagne au niveau de l'unité du bien-être animal, et suite aussi aux alertes de certaines associations comme la vôtre, de pouvoir placer en priorité les parcs zoologiques dans le plan de contrôle de l'administration, au même titre que les autres établissements agréés, de façon à avoir une vraie stratégie de priorisation des contrôles de l'administration, dont on sait qu'elle ne peut pas être partout en même temps, et donc de pouvoir aussi travailler en priorité sur ces parcs zoologiques où des questions peuvent, dans certains cas, se poser. Voilà pour les éléments de contexte que je voulais vous partager aujourd'hui. Merci Madame la Ministre. Pour les répliques, Monsieur Dupont. Monsieur Daudrimont. Je voulais remercier Madame la Ministre pour son intervention. Tant qu'on est à évoquer, comme Madame la Ministre l'a fait, une appréciation personnelle par rapport à ces éléments que sont les parcs animaliers, j'ai aussi un point de vue. Alors le point de vue, évidemment, c'est qu'un animal doit vivre en liberté. Ça, c'est ce que tout le monde pense et ce que tout le monde souhaiterait dans un monde idéal qui n'existe pas, évidemment. Donc les zoos, les parcs animaliers ont une histoire, on le sait. Les animaux nés en captivité, ben, ça existe et cette situation doit être gérée. Et je ne suis pas le dernier à penser qu'il faut, à un moment donné, faire évoluer la législation là où il y a des problèmes réels. Et les problèmes réels, chers collègues, ce ne sont pas nécessairement ceux qui ont été énoncés aujourd'hui, parce que ça doit quand même être dit. Le parc animalier que je connais bien dans ma commune fait l'objet d'un véritable harcèlement de la part de la personne qui nous a présenté aujourd'hui son argumentation. Ça fait 12 ans qu'il fait tout ce qu'il faut pour que ce parc souffre de toute une série d'informations qui sont erronées, qui sont fallacieuses, qui sont... D'ailleurs, les plaintes ont été déposées et des condamnations. Je n'ai pas envie ici de faire le curriculum vitae de M. Stas, mais si vous tapez son nom sur Google, ça suffit pour savoir exactement ce qu'est l'action de M. Stas dans une association, d'ailleurs, pour laquelle on a beaucoup de questions, parce que à force de l'entendre nous parler de son association, on ne voit jamais que lui. Et on ne voit pas, évidemment, derrière de nombreuses personnes qui travaillent dans le même sens. C'est son problème. Ça reste, évidemment, une manière de faire quelque chose de sa vie. Mais quand cette manière cause autant de préjudice à des entités aussi qui représentent des activités économiques et commerciales, ce sont des gens qui respectent les règles. Et quand on utilise la sensibilité publique que chacun a exprimée ici, et je pourrais exprimer la mienne, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est un domaine pour lequel on peut très rapidement faire déraper les choses. On peut très rapidement, au nom de cette prétendue sensibilité, avec des images qui sont le contraire de la réalité, parce que j'ai quand même envie de m'exprimer peut-être un petit peu plus clairement, eh bien on peut vraiment mettre en péril des activités économiques. Moi, le parc animalier que je connais bien dans ma commune, c'est 80 personnes qui travaillent pour ce site. Ça me parle aussi, hein, quelque part. Alors, si ces gens qui exploitent le parc ne respectaient pas les règles, si on était en contrariété avec les normes, ok, j'ai aucun souci, si on mettait du chlore de manière telle à rendre aveugles les otaries, je serais le premier à me mobiliser. Dans ma vie antérieure de bourgmestre de cette commune où le parc est situé, j'aurais pu évidemment et j'aurais dû intervenir si nécessité il y avait eu. Mais c'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Il y a des gens qui donnent réellement leur vie à ce parc animalier parce que voilà, c'est quelque chose qui est en eux et c'est quelque chose pour lequel ils ont envie de bien faire les choses. Et ils gèrent une situation dont ils ont parfois hérité. Le vétérinaire qui travaille là-bas, c'est vraiment quelqu'un, si un jour d'aventure, on peut organiser cette visite dans le parc, puisque je l'avais initié pour des raisons de santé, je n'ai pas pu
continuer à vous accompagner dans ce circuit de visite. Si on avait l'occasion de rencontrer quelqu'un qui vraiment me dit, moi j'ai une chance extraordinaire de travailler parce que j'ai étudié la médecine vétérinaire et sur le plan notamment des animaux exotiques et des animaux sauvages, j'ai une chance incroyable de travailler dans un endroit où toutes mes demandes sont rencontrées. Donc ce type, il a étudié pendant 9 ans les animaux et singulièrement les animaux sauvages, donc, et notamment ceux qui sont en captivité. Et il me dit, moi j'ai la chance de travailler dans un endroit où on ne m'a jamais rien refusé lorsque j'ai demandé des aménagements pour que les animaux soient mieux que ce qu'ils sont. Donc voilà, il ne faut pas vouloir jeter vraiment le doute et l'opprobre sur tout le monde. Je pense qu'il y a dans ces milieux, alors je répète, on aime ou on n'aime pas, chacun a pu s'exprimer par rapport à ça et Madame la Ministre l'a fait aussi. Ok, j'entends bien, mais à un moment donné, quand on respecte les règles, quand on ne fait rien de contraire à la législation, on a quand même encore le droit de travailler, j'espère, dans cette région, sans subir les critiques de tout le monde et sans risquer que l'activité soit mise en péril pour des propos qui sont diffamatoires et contraires à la vérité. Et donc c'est vraiment, Monsieur le Président, ce que je voudrais regretter par rapport même simplement à, je sais que vous n'y êtes pour rien, le fait que cette pétition soit inscrite au sein de cette commission, parce que qu'est-ce qui accompagne évidemment nos débats? C'est encore une fois l'ensemble des éléments de communication tronqués, erronés, qui vont circuler et qui vont faire en sorte que ce secteur subisse une fois de plus des attaques qu'il ne mérite pas. Et j'ai souvent l'occasion d'aller dans ces lieux, de m'entretenir avec les uns et les autres. Et je répète, ma sensibilité, vous la connaissez, et je peux vous dire que ce qui nous en est dit à travers cette pétition et à travers les propos du premier pétitionnaire, c'est évidemment, encore une fois, contraire à la stricte vérité. Donc je tenais à le dire et m'excuserez, Monsieur le Président, d'être un peu sorti de ma réserve, mais moi, je pense que vous êtes sorti de votre réserve. Mais enfin, voilà, Monsieur Arro, vous souhaitez peut-être intervenir? Oui, 10 secondes, parce que vous savez que j'aime bien le fact-checking et j'aime bien savoir à qui j'ai affaire. Et effectivement, j'ai été interpellé par les propos de mon collègue. Je tiens à signaler quand même que je suis sur un article de l'Avenir qui date du 6 mai 2022. La Cour d'appel de Liège vient de condamner Jean-Michel Stas, je pense que c'est vous, le fondateur et président de l'association Wolf Eyes, a payé un euro symbolique au monde sauvage DY pour avoir publié une vidéo et de nombreux messages critiques envers la manière dont le parc traite les animaux qui y sont détenus. Je pense que cette information sous forme télégraphique me suffit en tout cas pour me faire... Je vous demanderai de ne pas faire de procès d'attention. Oui, ben, d'accord. Je joue votre rôle de parlementaire, je le comprends aussi. Monsieur Clercy. Très brièvement, simplement pour remercier Madame la Ministre et Monsieur Stas pour les éléments complémentaires qu'ils nous ont apportés. Merci Madame Pécriot. Merci Monsieur le Président, merci Madame la Ministre pour les réponses, Monsieur Stas aussi. Juste ajouter une chose, si Monsieur Marouin me le permet, Monsieur, vous faisiez référence tout à l'heure au côté pédagogique et vous disiez que ce n'était peut-être pas nécessairement ce côté-là qui pouvait être aussi mis en avant et vous proposiez de passer par le National Geographic pour avoir des informations. Pour la petite histoire, vous avez dans certaines classes de primaire, voire de maternelle, certains enfants qui pensent que le lait vient des tétrabriques tant qu'ils ne sont pas allés dans une ferme et qui n'ont pas conscientisé qu'il y a un passage par... Donc ça peut être aussi intéressant d'avoir dans de bonnes conditions, et là on se rejoint, dans de bonnes conditions, l'occasion d'aller dans des zoos pour justement avoir une vision, je veux dire, en live. Voilà, merci. Monsieur Martagne. Simplement pour remercier M. Stas, évidemment, pour sa visite et Madame la Ministre pour ses précisions. Merci. Il me reste à moi aussi de vous remercier, M. Stas, pour votre participation à cette audition, de clôturer le débat et de vous souhaiter un bon retour. Merci. Merci à vous.
Revenons à notre projet de décret modifiant le décret du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et les nuisances provoquées par le rayonnement non ionisant généré par des antennes émettrices stationnaires. Souvenez-vous, nous nous sommes quittés avec la réplique et la réponse de Madame la Ministre. Nous en arrivons